La combinaison gagnante du tiercé, 17, 9, 18. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heurté, 13 en tout. Les 180 litres d'essence de la voiture de Peterson s'enflammeront et il sera transféré à l'hôpital, sérieusement brûlé, les jambes fracturées. Un autre pilote, Vittorio Brambilla, sera lui aussi gravement blessé, jambes cassées, traumatisme crânien. Sur ces images, on voit Hunt et les secours se porter à l'aide de Ronnie Peterson dans sa combinaison jaune, toujours conscient, traîné par ses camarades à l'écart de la voiture en flammes. Après cet accident spectaculaire, 4 pilotes n'ont pu reprendre leur nouveau départ. Parmi eux, le Français Didier Pironi sur Tyrrell. Au téléphone, il nous a raconté les circonstances de l'accident. Je n'ai vu que le début de l'accident, c'est-à-dire ce qui a provoqué l'accident. J'étais derrière Jameson et Ronnie Peterson. Ils se sont accrochés tous les deux juste devant moi. Ronnie Peterson est parti suite à cet accrochage taper le rail à droite. Le rail qui est un petit peu en diagonale par rapport à l'axe de la piste à cet endroit-là parce que la piste se resserre. Il a tapé le rail donc très très fort. La voiture s'est coupée en deux d'ailleurs au niveau du tableau de bord, ce qui est un petit peu le point faible des wing cars malheureusement, de ces voitures à effet de sol. Il a donc tapé ce rail et est revenu vers le milieu de la piste à l'instant où je passais devant. En revenant vers le milieu de la piste, il m'a accroché la roue arrière. Jameson a fait à peu près la même chose de l'autre côté de la piste, c'est-à-dire qu'il a tapé le rail à gauche et il est revenu s'immobiliser au milieu de la piste à côté de la voiture de Ronnie Peterson, ce qui bouchait la piste et ce qui a empêché tous les autres concurrents de passer et ce qui a provoqué le carambolage que l'on connaît. Finalement, après 2 heures de discussion, un nouveau départ a été donné à ce Grand Prix d'Italie de Formule 1. Et à la fin de la course, c'est l'Américain Mario Andretti sur Lotus qui a remporté sa 7e victoire de la saison. Mario Andretti l'emporte devant le Canadien Villeneuve sur Ferrari et devant l'Autrichien Niki Lauda sur Brabham. Mario Andretti est champion du monde des conducteurs pour cette année. Le couvre-feu a été réduit d'1 heure à Téhéran. Il sera désormais appliqué de 22 heures à 5 heures du matin. Ce matin, la réunion de la Chambre des députés iraniens s'est déroulée dans une certaine confusion. Plusieurs députés de l'opposition ont refusé de siéger après avoir accusé le Premier ministre iranien de tuer beaucoup de gens. Cela n'a pas empêché M. Sharif Emani de présenter son programme politique, élément essentiel de ce programme, la lutte contre la corruption qui, a dit le Premier ministre, n'épargnera personne, quel que soit son rang. Le principal collaborateur désormais du Shah d'Iran a aussi souligné que son gouvernement allait accorder plus de pouvoir à l'institution judiciaire et accélérer la réalisation des projets de développement économique de l'Iran. Un autre pays, allié des États-Unis, connaît depuis plusieurs semaines une situation révolutionnaire. Ce pays, c'est le Nicaragua. Une centaine de personnes auraient été tuées cette nuit au cours d'émeutes qui se sont déroulées dans plusieurs villes, et notamment à Managua, la capitale du Nicaragua. Ce pays a donc connu une nouvelle fois des scènes semblables à celles vécues par nos envoyés spéciaux il y a quelques jours. Matagalpa, une ville de 50 000 habitants au nord de Managua, est un bastion des guérilleros du Front sandiniste de libération. Depuis 3 jours, la ville est en guerre. Il y a des barricades et il y a aussi des réfugiés parce que les avions ont tiré à la roquette sur les maisons. Au siège de la Croix-Rouge, il y a des femmes, des enfants, des vieillards. Et là-haut, dans la ville, des hommes, environ 300, qui affrontent la garde. À 800 mètres de là, 600 hommes de la garde attendent, l'arme au pied, l'ordre de donner l'assaut. Il y a des bulldozers, des blindés.
10h25 du matin, les soldats se déploient et attaquent. Ceci est Managua, la capitale du Nicaragua, et cela, on peut le voir à 200 mètres à peine du Palacio Nacional, la Chambre des députés. Depuis le tremblement de terre de 1972, qui a fait plus de 6000 morts, rien n'a changé à Managua. Une ville fantôme, éparpillée, des ruines, envahie par la végétation tropicale. Pourtant, en 1972, 1 milliard de francs, produit de la solidarité internationale, est arrivé au Nicaragua. Ce milliard, Somoza l'a empoché, Managua est resté en ruine. Le pays est en grève. Grève générale observée à plus de 90%, commerçants, artisans, ouvriers. L'objectif est le même. On espère que la grève nationale civique, comme on l'appelle, pourra aboutir à la création d'un gouvernement d'union nationale qui pourra vraiment comprendre la réalité dans le pays. On dit aussi que cette grève, c'est pour faire partir Somoza. Exactement, ce que nous voulons, c'est qu'il s'en aille. L'un des principaux adversaires du général président Somoza, c'est le quotidien La Prensa. Son directeur, Joaquim Chamorro, a été assassiné au début de l'année. Les locaux de La Prensa ont été plastiqués plusieurs fois, mais l'équipe de journalistes continue à dénoncer avec vigueur tous les abus du régime. Le plus criard étant la fortune de Somoza. Depuis 40 ans, cette dictature a bénéficié de l'appui des États-Unis, de l'Église et du capital. Mais à cause du tremblement de terre de 1972, elle a perdu l'aide du capital parce que le capital personnel des Somoza a envahi tous les secteurs de l'économie nationale. Et puis l'Église, en pleine évolution, a elle aussi retiré son appui à la dictature. Et enfin le changement de la politique américaine, avec l'arrivée de Carter, a bouleversé radicalement les rapports entre les États-Unis et la famille Somoza, et tout cela a créé une crise profonde. Il y a, sur 2 millions d'habitants, 60% d'analphabètes. Le revenu moyen d'un ménage de 5 à 6 enfants est de 200 francs par mois. Dans ce pays qui tire presque toutes ses ressources de l'agriculture, une dizaine de familles et des multinationales américaines se partagent la quasi-totalité des terres cultivées. Pendant que partout dans le pays, les manifestations succèdent aux manifestations, que dans les villes, tous les murs se couvrent d'inscriptions hostiles au régime, dont la plus simple et la plus éloquente est « Muera Tacho », mort à Tacho, diminutif d'Anastasio, le général président Anastasio Somoza, enfermé dans son bunker à Managua, s'accroche au pouvoir. En 1974, il est vrai, il s'est fait élire pour 7 ans. Renoncer, je n'en ai jamais eu l'intention. Je continuerai jusqu'en 1981. C'est un pacte que j'ai fait avec le peuple qui m'a élu, et ce pacte, je le mènerai à son terme. Vous avez dit, si je démissionne, je partirai avec mes armes et mes gens. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je voudrais faire une description de ce qui se passerait dans ce pays si je rompais ce pacte constitutionnel. Alors il n'y aurait plus aucun point de référence et ce serait le chaos. Nous voulons tous rester libres et ne pas revenir à l'anarchie et au désordre du passé. Nous faisons de notre mieux pour éviter le désordre, et cela grâce au maintien de la Constitution que nous avons librement choisie. Finalement, Monsieur le Président, qu'est-ce qui, dans la vie, vous paraît le plus important ? À moi, la vie humaine.
Iran, Nicaragua, dans ces deux pays proches de l'Occident, c'est donc le problème de la démocratie et du progrès économique qui est posé. À la vue de ces événements, la politique des droits de l'homme, chère à M. Carter, ne risque-t-elle pas d'être, disons, un peu mise à mal, Jean-François Kahn? Oui, en effet, vous vous souvenez, on a appris récemment qu'au moment où les soviétiques sont intervenus en Tchécoslovaquie, le président américain de l'époque, Johnson, avait fait dire ou dit à M. Brejnev, en substance, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez à Prague, vous pouvez mettre de l'ordre dans votre empire, nous, on ne ferait rien, on ne vous en empêchera pas, sous-entendu, nous, laissez-nous mettre de l'ordre dans les pays qui nous sont favorables. Et effectivement, on constate que les soviétiques ne disent pas grand-chose, par exemple, sur ce qui se passe en Iran actuellement. Or, c'est justement contre ce cynisme en politique qu'a voulu réagir Carter en lançant sa politique des droits de l'homme. Ça consistait à quoi? Eh bien, à soutenir d'une façon plus ardente les contestataires, les dissidents en Union soviétique, à dénoncer de façon plus militante les atteintes aux libertés, les atteintes aux droits qui se déroulaient en Union soviétique ou en Tchécoslovaquie. Mais, naturellement, s'il ne voulait pas être accusé d'être hypocrite, le président Carter devait aussi regarder ce qui se passait dans son propre camp. Et dire à certains chefs d'État, à certains gouvernements occidentaux, attention, vous aussi ne faites pas ce que nous reprochons aux soviétiques ou aux tchèques de faire. Vous aussi faites attention à respecter les droits de l'homme, à ne pas réprimer, à ne pas opprimer. Et un certain nombre de gens, non seulement à Prague, non seulement à Moscou, mais également à Téhéran, au Nicaragua, à Santiago du Chili, ont entendu la parole de Carter, y ont donné de l'importance. C'est d'ailleurs lorsque le président Carter a été à Téhéran qu'ont commencé les émeutes d'Iran. Alors, à leur tour, ils sont descendus dans la rue, encouragés un peu par la parole de Carter, et ils sont mis à dénoncer les méfaits, les crimes de leur propre régime, leur propre dictature. Et puis voilà qu'on leur tire dessus. L'armée intervient, répression. Alors ils ont tendance à se retourner vers le président Carter et à dire c'est vous qui nous avez un peu inspirés, c'est parce que c'est à cause de votre politique des droits de l'homme que, comme ça, nous avons critiqué notre régime, que nous sommes descendus dans la rue. Alors, faites quelque chose. Et voilà le président Carter très ennuyé. Bien sûr, un mot de lui suffirait pour que le régime de Téhéran s'effondre ou le régime du Nicaragua. Mais peut-il mieux prononcer ce mot? Voilà. Seulement, il y a des intérêts américains très importants au Nicaragua. Seulement, l'Iran, c'est une place stratégique face à l'Union soviétique. Seulement, l'Iran, c'est un gros producteur de pétrole. Alors, il est un peu coincé, alors il ne peut rien dire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au Nicaragua, en Iran, se trouvent beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir été trahis par le président Carter, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, beaucoup de gens en Tchécoslovaquie ou en Hongrie ont eu l'impression d'avoir été trahis par l'Occident. Pour l'instant, en tout cas, le président Carter tente de renouer les fils de la négociation entre Israéliens et Égyptiens. Cela se passe à Camp David, aux États-Unis, donc près de Washington, et il semble que les discussions puissent durer un tout petit peu plus longtemps que prévu. Pour l'instant, le principal dossier abordé a été celui de la souveraineté sur les territoires arabes occupés et les garanties à accorder à Israël en cas de retrait des troupes de ces territoires. Une des suggestions faites par le président Carter prévoirait le maintien dans ces territoires de Cisjordanie, dans des places fortes établies à l'emplacement actuel des points d'implantation de forces juives, la Jordanie étant chargée du maintien de l'ordre général dans cette région. C'est à peu près tout ce que l'on sait pour l'instant sur ces négociations de Camp David, à part peut-être une petite phrase aujourd'hui de M. Menachem Begin, le Premier ministre israélien. M. Begin, en visitant les champs de bataille de la guerre d'indépendance américaine, a déclaré que tout allait bien. En France, les problèmes de l'emploi restent en tête des préoccupations. Il en sera d'ailleurs longuement question demain soir sur notre antenne, puisqu'à 20h30, juste après notre journal, Jean-Pierre Elkabbach dirigera un débat entre M. Boulin, le ministre du Travail, et le représentant des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale. Mais l'emploi et le chômage ont été aussi l'un des grands thèmes abordés hier et aujourd'hui à la Courneuve à l'occasion de la traditionnelle fête de l'humanité. M. Lajoigny, du bureau politique du Parti communiste français qui prononçait le discours de clôture, a critiqué, je le cite, l'aggravation de la politique antisociale et antinationale de Giscard et de Barre, tout au service des grandes féodalités financières. Mais M. Lajoigny s'est aussi attaqué à M. Robert Fabre et au Parti socialiste, dont il a une nouvelle fois dénoncé le virage à droite. Le ralliement, ces jours-ci, de Robert Fabre à Giscard ne fait que commémorer l'anniversaire de son départ. Triste anniversaire, très bien admis à l'époque par le Parti socialiste, quoi qu'il en dise maintenant,
ce départ du sommet de la gauche en septembre 1977. Et ce ne sont pas les agressions que multiplient contre notre parti les dirigeants socialistes, ni le double langage auquel ils se livrent, qui peuvent faire oublier leurs responsabilités dans la rupture de l'Union sur le programme commun et dans l'échec de mars. Ces attaques ne peuvent non plus camoufler les convergences avec Giscard, illustrées récemment encore par François Mitterrand sur le perron de l'Élysée, au sujet du sommet de Bonn, dont découlent pourtant les nouveaux sacrifices demandés aux travailleurs par le gouvernement. Noël Copin, la fête de l'humanité, c'est bien sûr du spectacle, de la chanson, des groupes qui viennent se présenter devant une foule immense, mais c'est aussi la politique, beaucoup de politique, des discours, des débats. Alors est-ce que l'on peut retenir sur le domaine politique beaucoup de choses de ces 2 journées de la Courneuve? Eh bien oui, je crois qu'il y a plusieurs points importants à retenir. La première chose, c'est que le Parti communiste paraît poursuivre et intensifier ce que l'on appellerait son autocritique. Autocritique d'abord à l'occasion des rapports entre le Parti communiste et l'Union soviétique, notamment au moment de la déstalinisation. Et là, le Parti communiste laisse bien entendre qu'il a pu se tromper dans le passé. Autocritique à propos d'un événement beaucoup plus récent, qui est l'élection partielle législative dans le Pas-de-Calais. Et là, la direction du Parti communiste reconnaît aussi que tactiquement, elle peut encore se tromper aujourd'hui. Et puis, d'une façon plus générale, il faut retenir, je crois, la phrase de Paul Laurent, disant en gros ceci: je dis tranquillement que notre parti n'est pas encore assez démocratique. Et puis, il y a tout ce qui s'est dit autour de la contestation, qui n'est pas considérée comme une contestation, et en particulier la présence de M. Jean Hellenstein, un contestataire, je le mets entre guillemets, car précisément, il rejette cette qualification. M. Jean Hellenstein a pu se rendre à la fête de l'humanité, alors qu'il n'avait pas pu se rendre, il y a 3 mois, à la fête de l'avant-garde. En revanche, le Parti communiste, on l'a vu avec le discours de M. Lajoigny, est toujours aussi sévère dans le jugement qu'il porte sur l'attitude du Parti socialiste. Est-ce qu'il s'agit d'enfoncer le clou finalement auprès des militants du Parti communiste qui auraient peut-être tendance à réfuter les thèses du comité central? Eh bien, je pense, et on a l'impression actuellement un peu que tout se passe comme si le PC voulait bien montrer qu'il poursuit, qu'il intensifie la ligne du 22e congrès, cette évolution vers plus de démocratie. Il la poursuit et il veut montrer qu'elle est indépendante de ce qui se passe entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Ce n'est pas un durcissement du Parti communiste qui aurait provoqué la rupture, et la rupture non plus ne provoquera pas dans l'esprit du Parti communiste un durcissement de ce parti. Le PC veut bien montrer qu'il poursuit sa marche et il veut laisser la responsabilité de la rupture et de l'échec au Parti socialiste. Vous évoquiez à l'instant l'élection dans le Pas-de-Calais. Bernard Pradino, je crois que vous avez les résultats, sans les chiffres peut-être, de cette élection. C'est ça, le télégramme vient de tomber. Monsieur Claude Vilquin, donc du Parti socialiste, a été élu ce soir député de la 4e circonscription du Pas-de-Calais. On parle de 60% des voix, mais les chiffres officiels ne sont pas encore tombés. Noël Copin, ce n'est pas une surprise cette élection. Cette élection n'est pas de surprise, on s'y attendait bien sûr après le premier tour. Je crois que tout ce que l'on peut dire en guise de premier commentaire, c'est un rappel de quelques chiffres. Bernard Pradino indiquait donc que M. Vilquin vraisemblablement aurait un peu plus de 60% des voix. Je crois que on lui l'accordait tout à l'heure pour 138 communes sur 140. 61,61% des voix. Il faut rappeler qu'en mars 78, lorsqu'il a été élu et cette élection a été annulée, il avait obtenu 50,10% au 2e tour. Merci. Élection également ce dimanche, mais chez les francs-maçons français. Au Grand Orient, M. Barouin se succède à lui-même, tandis qu'à la Grande Loge de France, c'est M. Michel Dejuste qui a été élu grand maître. Il succède à M. Georges Marcoux, qui n'était pas éligible cette année. L'amiral Sanguinetti demande la dissolution de la Légion étrangère, candidat socialiste pour les prochaines élections cantonales en 1979 dans le canton de l'Île-Rousse, en Corse. L'amiral Sanguinetti estime que la Légion a fait son temps. Les livres d'histoire continueront à lui rendre hommage, a-t-il déclaré, mais la Légion n'a plus rien à faire sur le territoire français. 1200 réfugiés du sud-est asiatique continuent d'arriver, et ce, chaque mois en France. Leur accueil pose bien sûr bien des problèmes de langue, problèmes d'acclimatation, d'insertion dans la communauté nationale. Hier à Propriano, en Corse justement, l'organisation de promotion sociale des travailleurs immigrés inaugurait un centre d'accueil destiné à ces réfugiés du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Un premier pas vers un retour à une vie normale pour ces hommes, ces femmes et aussi ces enfants qui ont quitté leur pays sans rien.
Jack Warner, le dernier survivant des 4 fondateurs de la société de cinéma Warner Bros, est mort hier soir. C'était à Los Angeles. Il était âgé de 86 ans. Avec Harry, Sam et Albert, ses 3 frères, Jack Warner était entré dans la légende hollywoodienne en même temps que les stars qui étaient sous contrat avec eux, des stars qui s'appelaient Gary Cooper, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman ou bien Elizabeth Taylor. John Travolta, lui, n'est pas encore entré dans la grande légende du cinéma, mais son arrivée hier à Deauville n'est pas passée inaperçue. Il a fallu une compagnie entière de CRS pour protéger la vedette de La fièvre du samedi soir et de Grease, son dernier film qui sort mercredi sur les écrans français. I don't know if I'm as aware of the impact it has made. Je ne suis pas certain de bien comprendre l'impact que j'ai. Because I'm not confronted with it every day. Parce que ça ne me traverse pas le chemin tous les jours. I go to work, je vais au travail, come home, and only when I come to openings et ce n'est que lorsque je viens des premières or travel do I get the full impact. Que je comprends l'impact. Est-ce que ça vous fait peur? On occasion. Parfois. Pouvez-vous nous indiquer des occasions où ça vous a fait peur? The opening in Los Angeles of the same film, Grease. La première de Grease à Los Angeles. It's pretty scary. Yes. Vous avez eu peur qu'on vous fasse du mal physiquement? Oui. Madame? Acting. Que préférez-vous, chanter, danser ou jouer la comédie? Jouer la comédie. John Travolta, donc, dans Grease, à partir de mercredi prochain sur les écrans français. Bernard Pradino, vous avez reçu des télégrammes depuis quelques minutes. Et d'abord, à propos du circuit de Monza, de la course de Formule 1, il y a eu des bouleversements dans la course elle-même et maintenant dans le résultat, puisque Mario Andretti n'a pas gagné le Grand Prix de Monza. Il est bien champion du monde, mais il a été déclassé, ainsi que le deuxième, qui était Villeneuve, qui courait sur Ferrari. Les 2 premiers ont donc été déclassés. Est-ce que l'on sait pourquoi? Mais on sait pourquoi, c'est parce qu'ils étaient partis trop vite. Ils avaient anticipé le départ, ils étaient partis peut-être une petite seconde avant les autres, mais ça a suffi pour avoir cette minute de pénalisation à la fin de la course, après examen, discussion avec les commissaires. Alors et en conséquence, c'est l'Autrichien Niki Lauda sur Brabham Alfa Romeo qui a remporté le Grand Prix d'Italie de Formule 1. Bon, ça ne change rien pour le classement au championnat du monde des conducteurs. Championnat du monde, toujours Mario Andretti, qui ne peut plus être rejoint d'ici la fin de la compétition. Non, puisque son second, c'était Ronnie Peterson, qui a été blessé gravement aujourd'hui sur le circuit. Et qui ne pourra vraisemblablement pas les 3 derniers Grands Prix. Et puis, un autre télégramme qui confirme l'information du jour à propos du Nicaragua, c'est la radio colombienne qui annonce qu'aujourd'hui encore, donc de violents combats opposent des manifestants, des insurgés aux forces gouvernementales, et ceci à Managua et dans beaucoup d'autres villes du Nicaragua. Merci. Il y avait comme chaque dimanche un tiercé aujourd'hui. Le prix Fedora accueillait 19 partants. C'était un handicap sur 2400 mètres. À l'arrivée, c'est Marson, le 17, qui a précédé Pridonia, le 9, et El Condor, le 18. Des chevaux que vous voyez apparaître en ce moment même sur votre écran. Marson qui se détache, Pridonia et El Condor. La combinaison gagnante, c'est donc le 17, le 9 et le 18. Une combinaison qui rapporte 12 766 francs dans le bon ordre et 2302 francs 50 dans un ordre différent, toujours pour 5 francs bien sûr. Un beau tiercé en ce dimanche 10 septembre. Le temps demain, eh bien, il sera passagèrement nuageux avec quelques petites pluies le matin de la Manche aux Vosges. Sur les autres régions, il devrait faire beau après la dissipation des traditionnels brouillards matinaux. Nous n'allons pas nous séparer sur cette météo, bien qu'elle soit optimiste, vous l'ignorez peut-être, mais la danse, et pas celle de John Travolta, la danse est l'objet de compétition dans le monde. C'est ainsi que le championnat du monde de danse s'est achevé hier soir. Alors c'est sur ces rythmes endiablés que je vous dis bonsoir, en vous rappelant simplement que notre dernier journal est à 22h45. Vous y retrouverez Bernard Pradino. Bonsoir. Les vainqueurs, les voici. 2 Britanniques, Dennis Webber et David Sycamore.
Il remporte ce championnat du monde de danse devant les Allemands de l'Ouest. Samedi soir, 14 pays étaient représentés, sur la piste les plus grands danseurs et danseuses du monde, mais aucun Français au palmarès. Ja, skal vi tage pænt afsked med de 6 finalebank.